magnifique propriété située en Virginie occidentale, dans lequel vous retrouvez plus de 100 hectares de forêt, un bunker antiatomique, des panneaux solaires ainsi que toute une suite d'armes à feu afin de vous défendre lors de séismes et lors de cataclysmes naturels ou sociaux. Vous craignez le désordre civil, l'instabilité ou encore le chaos? Craignez une pandémie ou encore un gouvernement tyrannique? Donc, cette propriété est pour vous, en location seulement, avec un fonds initial variant entre 1000 et 27 000 dollars américains annuels, plus des frais. Vous avez le droit à un lit confortable, un niveau de confort très spacieux, luxueux, et en plus de ça, vous aurez le droit à une réserve contenant armes, munitions, nourriture, eau et médicaments. Salut tout le monde. Cette semaine, donc vous constatez que je commence avec une petite blague. En fait, pas tant que ça. En fait, cette propriété-là existe bel et bien et il est effectivement possible pour un montant de 1000 à 27 000 dollars plus des frais, etc., etc., d'avoir accès à un bunker anti-atomique. Vous vous dites, mon Dieu, mais ça a été bâti durant la guerre froide, opposant les États-Unis à leur célèbre ennemi, l'URSS, c'est vilain. Dans le cas d'une éventuelle destruction mutuelle à l'arme atomique. Mais non, en fait, cette construction est tout à fait récente, puisque depuis quelques années, subsiste, existe aux États-Unis, un petit peu au Canada, mais on le vit beaucoup moins intensément, une espèce de contagion, on va le dire, le terme est peut-être bien choisi dans les circonstances actuelles, euh, dans lesquelles on va vendre ce type de projet-là, on va permettre aux gens de louer, d'avoir accès à ce type de projet-là. Ça va aussi plus loin que simplement les bunkers. Aux États-Unis, en fait, depuis le début de la pandémie, on remarque une vente d'armes, des ventes d'armes records dans un magasin en fait du nord-est américain qui sont techniquement majoritairement démocrates, donc des gens qui techniquement ne sont pas nécessairement pour les politiques de Donald Trump. On remarque dans un magasin, selon le propriétaire, au mois de mars seulement, a triplé, voire quadruplé ses ventes. Donc, d'armes à feu, munitions, etc. Chose qui aussi est tout à fait confirmée par le FBI qui doit faire le suivi en fait des ventes d'armes à feu aux États-Unis. En mars, on parle de plus de 2 millions d'armes vendues seulement en un seul mois, ce qui est un record historique, ce qui peut dire pour les États-Unis quand on parle de vente d'armes. Pourquoi? Selon plusieurs, bien sûr, le virus et la crainte que tout ça ne dégénère. Étant un grand fan de films de zombies, je suis persuadé que plusieurs le sont aussi, ou des films post-apocalyptiques, c'est-à-dire des films où on voit la fin du monde arriver. On comprend, sans dire la nécessité, mais disons l'idée d'être armé. Par conséquent, on voit donc ces ventes d'armes-là exploser aux États-Unis, si on peut dire ça ainsi. Et donc, l'industrie de la peur, c'est-à-dire l'industrie là, de tout ce qui est anxiogène, qui crée de l'anxiété, de la peur chez les individus, est assez payant. Principalement pour les producteurs, vendeurs, fabricants d'armes, bien sûr, qui font des ventes totalement exceptionnelles depuis quelques semaines déjà. Le mois de mars, le mois d'avril est terminé. Je suis pas mal persuadé que lorsque les chiffres sortiront pour le mois d'avril, on va voir un peu cette même tendance-là se reproduire, c'est-à-dire dans laquelle les ventes d'armes vont avoir été, encore une fois, fleurissantes aux États-Unis. Donc, l'industrie de la peur est extrêmement payante. Okay? Donc, et le virus, bien sûr, le virus n'y est pas étranger. Sur ce, aux États-Unis, parce que la partisanerie ne prend pas de repos, même en temps de pandémie,
On voit la NRA, qui est la National Rifle Association, qui est un regroupement qui milite pour la liberté la plus complète au niveau de la possession des armes à feu aux États-Unis. Donc, tu peux avoir un gun sur toi comme un bazooka. Selon eux, il n'y a aucune différence. C'est les mêmes gangs en passant qui, lors de tueries de masse aux États-Unis, sont du genre à dire, si, par exemple, une tuerie dans une école, sont du genre à dire, si les profs avaient été armés, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est le genre de discours qu'ils entretiennent généralement. Donc, lors de tueries, ça vous donne une idée un peu de la mentalité de ce groupe-là. Donc, la NRA utilise présentement la pandémie même pour pousser ses idées. Donc, vous irez voir la publicité qui a été faite là, sur leur site avec une femme handicapée qui, avec son arme d'assaut, est prête à relever le défi de se défendre bien sûr le deuxième amendement, qui est le droit américain de posséder des armes. Je fais une petite pause là-dessus. Petit rappel historique, on se rappelle, le deuxième amendement a été placé dans la Constitution américaine, bien sûr au lendemain de l'indépendance américaine. Si on la replace dans un contexte historique, l'indépendance américaine s'est faite alors qu'on venait juste de se débarrasser d'un tyran. Le tyran étant bien sûr le roi d'Angleterre, parce qu'avant d'être 50 États américains, ils étaient seulement 13, de là le nom les 13 colonies, qui étaient des possessions de l'Angleterre. L'Angleterre qui les a, on s'entend, là, ils les ont pas très bien ont respecté, ni très bien administré. C'est pour ça que, bien sûr, les 13 colonies ont déclenché une révolution armée, ont gagné la dite révolution, et afin d'éviter le retour d'un tyran, okay, et de permettre la possibilité au peuple de se défendre en cas de ce retour de tyran, on a inséré dans la Constitution le deuxième amendement qui permet la possession d'armes. Okay? Donc, d'un point de vue historique, c'est tout à fait logique. Quand on est 200 ans plus tard passé, 230 ans plus tard passé, disons que le deuxième amendement est peut-être moins d'actualité. La parenthèse est terminée. Et donc, on revoit en fait là, ces propositions-là de la NRA de libéraliser, de mettre, donc quand on parle de libéralisation, ici on parle de retirer en fait des lois, des règlements qui restreignent, donc qui limitent l'accès aux armes, la possession des armes, puis ça peut aller jusqu'au port d'armes, là, comme dans le Far West avec un holster, là, l'étui à gun sur la ceinture. Puis là, je vous entends déjà me dire, ouais, mais nous autres au Canada, c'est pas comme ça que ça se passe, les armes à feu, c'est très différent, on n'a pas la même relation avec le gun, hein? Ben, en fait, pas tant que ça. En fait, selon aussi plusieurs armuriers au niveau canadien, il y a une certaine rupture de stock. Les tablettes sont relativement vides. Donc, il y a beaucoup de ventes aussi qui se font présentement. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Bon, bien sûr, toujours l'idée de la peur, la pandémie, le virus, qu'il y ait du désordre social, que ça vire en foire, comme on dit, là. Mais aussi, il y a des chasseurs qui ont, en fait, qui ont juste peur qu'il n'y ait plus, en fait, de munitions disponibles, puisque la plupart des fabricants d'armes sont américains. On sait que, bon, présentement, les frontières, c'est encore... oui, ça circule, les biens, mais, bon, il peut toujours y avoir des ruptures de stock, puis on peut privilégier le marché local, bien sûr, au détriment du marché international. Donc, certains vont donc faire des provisions. Selon, en fait, aussi le chercheur de la chaire Raoul Landurand, Francis Langlois, donc, il remarque qu'avec la pandémie, le climat de la peur est donc susceptible, je le cite, d'encourager ce type d'achat, donc l'achat des armes. Il souligne aussi que depuis les années 80, les armes ne sont plus vues seulement comme une arme pour la chasse, mais aussi pour la défense. Une perception qui est aussi vraie et peut-être encore plus vraie aux États-Unis. Donc, je le cite toujours. Donc, certaines personnes ont des idées post-apocalyptiques, remarque-t-il. Il ou elle stocke ce genre de choses au cas où le pire arriverait. Ce sont des discours qui circulent beaucoup en ligne, perçus comme des outils
auparavant pour la chasse, mais aujourd'hui, ce sont vraiment des objets de défense personnelle. Donc, même au Canada, il y a une perception qui change tranquillement pas vite sur l'arme à feu ou comment l'arme à feu est perçue. Bien sûr, toujours les chasseurs, je suis un chasseur, pas l'arme, à l'arc, mais quand même. Donc, je comprends tout à fait mes amis chasseurs de pouvoir conserver leur droit de posséder des armes et bien sûr de l'utiliser de façon adéquate et sécuritaire. Il y a pas de problème. Quand c'est bien fait, comme on dit, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc, au Canada, oui, moins intense qu'aux États-Unis, mais quand même, on remarque que dans des périodes troubles, dans des périodes de pandémie, il y a des côtés qu'on n'attend pas qui ressortent, comme celle de la vente d'armes.